Félicitations, c'est Frank Adam. Bienvenue à notre séance sur l'approche de l'UE et de l'EU sur la durabilité. Il y a deux conférenciers. Veuillez attendre la fin de la séance pour poser vos questions. D'abord, nous avons Lynn Fortin, conseillère en agriculture à la mission du Canada auprès de l'Union européenne. Elle a commencé en 2017. Elle a travaillé dans différents rôles pendant 15 ans. Elle est à Bruxelles et elle va donner la perspective canadienne sur l'approche de la durabilité. Allez-y, Lynn. Je pense que la situation de l'Union européenne est un peu plus compliquée. C'est peut-être mieux de faire d'abord les États-Unis. Qui pourrait penser que la situation de l'Union européenne serait plus facile? Je m'excuse. Merci, Franck. Et la Fédération canadienne de l'agriculture pour parler de la durabilité à partir de l'ambassade ici à Washington. Avant, j'aimerais donner le contexte politique américain. Malheureusement, la qualité du son est mauvaise. Nous avons essayé de résumer en cabine d'interprétation. C'est le Congrès qui a de l'argent. En ce moment, les démocrates ont la majorité à la Chambre, au Congrès, au Sénat. L'administration Biden n'a plus la même marge de manœuvre. Donc, la partisanerie est très élevée. L'administration, les démocrates, et la capacité d'avancer ce projet de loi pose problème. Donc, le projet Build Back Better, il y a beaucoup d'argent pour l'agriculture, mais ça n'a pas été adopté au Congrès. Qu'est-ce que ça signifie pour l'administration? Il faut présenter les priorités dans les autorités actuelles. Ils ont essayé de réorienter les fonds, les programmes sur les subventions. Tout est écologique. Au Congrès américain, on appuie les changements climatiques de manière globale, mais la partisanerie, c'est la manière de procéder et les outils. On a eu la loi qui a été passée aux États-Unis au Sénat, mais pas au Congrès. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. On devrait développer un marché de carbone. On a parlé d'un conseil consultatif, mais ça n'a pas été adopté. Alors, qu'est-ce que l'administration a pu réaliser? L'administration est arrivée le 21 janvier. Le 27, il y a eu un ordre exécutif combattre la crise climatique. Au niveau national et international, on a présenté les priorités et que ces questions devraient faire partie du travail de tout le monde pour réduire les gaz à effet de serre, la séquestration de carbone, etc. L'ISDB devrait aussi organiser des consultations pour élaborer une stratégie. Dans cette ordonnance exécutive, Biden a exprimé son désir pour que les agriculteurs américains puissent atteindre la neutralité de carbone, les premiers au monde. Donc, Bill Sack, c'est devenu une priorité. Le changement climatique, c'est une grande priorité pour l'USDA. Bill Sack parle toujours de la manière dont Biden lui a lancé un défi de réduire les émissions d'effet de serre de 50% vers 2030. Les biocarburants, la séquestration, tout ça fait partie de la solution au changement climatique. Il faut une approche fondée sur le marché et ça présente de nouvelles sources de revenus pour l'industrie. Il a parlé de nouveaux marchés pour des produits agricoles écologiques. Il a aussi parlé de la durabilité socio-économique. Certains en ont
parler. C'est différent de ce que Lynn va dire sur l'approche de l'Union européenne, qui est fondée sur la réglementation. Que les États-Unis ont annoncé à date, il y en a eu beaucoup depuis 2021, janvier, mais les clés, suite à l'ordonnance exécutive de janvier, l'USDA peut demander un rapport de 90 jours. Ils ont présenté un rapport avec 7 éléments, avec l'orientation de Biden et de Millsap, pour préparer l'USDA de quantifier, rapporter les avantages de ces activités, des mesures, la comptabilité, une stratégie qui marche pour la communauté, les propriétaires des terres, utiliser les programmes existants pour renforcer les stratégies climatiques. Il n'y a pas de financement supplémentaire, évidemment. Développer des meilleurs marchés pour les produits agricoles et adopter les meilleures pratiques. Deuxième annonce, c'est l'annonce récente, c'est 1 million dans un programme de partenariat axé sur le climat, les partenariats publics-privés avec les petites entreprises, les groupes industriels, les chercheurs. Il s'agit d'avoir des pratiques intelligentes en termes climatiques avec la participation des petits producteurs, suivre, présenter des rapports sur les résultats climatiques et développer des nouveaux marchés. Donc, tout ça est semblable, mais le 1 milliard, ce n'est pas des nouveaux fonds. L'administration utilise les fonds de la Commodity Credit Corporation. Trump les a utilisés pour imposer des tarifs contre certains produits. Il y a eu un rapport publié la semaine dernière qui présente une priorité des produits à risque. On va avoir un plan de résilience. Pour l'année suivante, à quoi on peut s'attendre? La US Farm Bill va être renouvelée en 2023. Il y a des discussions concrètes. On dit qu'il n'y aura pas de nouveaux fonds, mais l'industrie s'attend à ce qu'on se penche sur le climat. On va examiner les programmes existants, la nature régénératrice de l'agriculture, ainsi de suite. Mais avant, il y a des élections à mi-mandat, la majorité au Congrès qui émettent un groupe changé de formation et ça va être encore plus difficile d'avoir des financements additionnels, faire adopter le projet de loi et même le prochain projet de loi agricole. Qu'est-ce que tout cela signifie pour le Canada? Nous avons des priorités communes concernant l'atténuation du changement climatique. En février dernier, le Premier ministre Trudeau et le président Biden ont adopté une fiche de route pour un nouveau partenariat pour promouvoir une reprise durable dans les deux pays. L'USDA et Agriculture Canada collaborent déjà dans les domaines scientifiques et technologiques, mais nous voulons échanger plus d'informations. Nous travaillons avec les États-Unis sur un plan multilatéral et aussi la croissance durable. On veut promouvoir l'innovation pour réaliser ces objectifs. Vous avez peut-être entendu parler de ça, Millsap, le secrétaire Millsap, publiquement, a utilisé cette initiative de croissance durable comme une initiative contre l'Union européenne. Donc, en terminant, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe, c'est le climat, l'agriculture, c'est un groupe et l'Union des agriculteurs, les transformateurs, les groupes laitiers, les groupes environnementaux, les fonds de défense,
Docs Unlimited. Ils sont regroupés, il y a des réunions fréquentes, il y a des recommandations conjointes et je pense qu'ils vont le faire pour le prochain projet de loi également. Sur ce, je m'arrête. Je vais donner la parole à Frank ou à Lynn pour parler d'une approche de discussion. Lynn. Désolé, Frank n'a pas eu à introduire Gizan. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mais je vais poursuivre. Je vais vous dire que si vous faites une recherche Google Farm to Fork Strategy EU, vous allez arriver à une commission européenne, un site web avec beaucoup d'informations de décideurs européens sur ce que représente cette stratégie. Mais avant de commencer, je vais vous lire un extrait de ce site Internet. La stratégie La ferme jusqu'à la table veut accélérer la transition à un système alimentaire durable qui aura un impact environnemental, atténuer les changements climatiques, s'adapter à l'impact, inverser la perte de la biodiversité, s'assurer de la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé publique. J'ai perdu un peu le fil des chiffres, mais ensuite s'assurer que tout le monde a accès à des aliments durables. Aussi avoir des rendements économiques équitables, promouvoir la concurrence du secteur de l'Union européenne, promouvoir le commerce équitable. C'est des initiatives réglementaires et non réglementaires qui sont concernées avec la politique d'agriculture et de la pêche comme outil clé pour appuyer une transition juste. Je voulais vous dire que le temps et l'ambition, si vous voulez, de cette stratégie Farm to Fork, aujourd'hui, j'aimerais laisser un peu de temps pour la question. Pourquoi c'est souvent plus intéressant que de me laisser parler trop longuement. Je vais présenter un mémoire que je dois à mon ambassadeur ici pour expliquer cette stratégie de la ferme jusqu'à la table. C'est un élément qui fait partie de l'arrangement écologique européen. Le plan élaboré par la Commission européenne actuelle pour guider toute la prise de décision sur tous les aspects dans les compétences de l'Union européenne pour que ces principes écologiques, que les objectifs environnementaux soient priorisés au niveau de la prise de décision, au niveau du financement. Donc, le 20 mai 2020, la Commission européenne a publié cette stratégie Farm to Fork comme c'est une fichier pour renforcer la durabilité du secteur, y compris l'agriculture. Il faut s'assurer de la salubrité, de la sécurité alimentaire, créer des opportunités écologiques, un système plus résilient. On a ajouté cette partie pendant la pandémie. Donc, au centre de cette stratégie, et que les cibles soient réalisées d'ici 2030, réduire l'usage des pesticides chimiques, la vente des antimicrobiaux, renforcer des zones de production biologique. Donc, aussi des terres qu'il faut mettre de côté, des terres privées qui ne sont pas cultivées. En plus de ces cibles, il y a beaucoup d'autres objectifs. Réduire le gaspillage, renforcer le bien-être des animaux, meilleur étiquetage de la nourriture. Tout ça qui nous vient de la Commission européenne en collaboration avec les États membres de l'Union européenne qui doivent approuver. Tout ça doit être approuvé au niveau des Nations unies.
Dans certains cas, l'approbation du Parlement européen, c'est un groupe distinct qui sont élus pour participer à la prise de décision à Bruxelles. Dans le commerce international, le projet Farm to Fork va fournir aux producteurs un avantage concurrentiel global. On doit le réaliser avec des engagements de la part des partenaires pour élever les normes avec un nivellement des chances pour tout le monde. Donc, les normes de l'Union européenne doivent devenir des normes mondiales. Donc, les Européens, les producteurs, les agriculteurs européens auront une avance concurrentielle. Finalement, on va avoir des alliances durables dans des forums bilatéraux et multilatéraux. Donc, dans la stratégie Farm to Fork, la Commission a établi un processus de plusieurs étapes sur plusieurs années, peut-être même sur une décennie. On a commencé le travail pour transformer les 27 points dans l'annexe de cette stratégie. On va les transformer en stratégie. Certains sont législatifs, d'autres pas. Nous ne savons pas encore. Et certaines n'ont pas été développées. Certaines propositions traversent le processus décisionnel de l'Union européenne. D'autres n'ont pas encore publié. Et l'implantation va prendre beaucoup de temps. Beaucoup d'éléments de cette stratégie sont controversés et très politisés. Il y a beaucoup d'opposition dans certains domaines, surtout de certaines industries au niveau national et certains États membres. La nouvelle politique commune qui était entre la Commission, le Parlement européen, the Council of Europe, sorry, which is basically the member states. Qui est l'État membre, le Conseil d'Europe. Alors, cela prendra effet en 2023 parce que nous voulons nous assurer d'atteindre les cibles. Autrement dit, il y aura des conditions supplémentaires pour l'admissibilité des fonds et seront récompensés dans certains cas pour la mise en place pour la culture biologique, par exemple. Il y a toutes sortes d'autres initiatives qu'on trouve sur le site américain. Et ça comprend des choses comme l'agriculture de précision, l'agriculture axée sur le carbone et donc les services de consultation et le réseau doivent être améliorés pour s'assurer qu'il y a transfert de savoir aux agriculteurs pour leur permettre de mieux comprendre et d'être encouragés qui abondent dans le sens de la stratégie de la ferme à la fourchette. Et il y a donc 10 milliards qui sera dédié pour l'autonomie dans le domaine de l'agriculture, les pêches. Et donc, en termes de progrès aujourd'hui, ce qui a été terminé depuis que l'annonce a été faite, c'est la mise au point d'un nouveau code de déontologie sur les pratiques responsables, qui est un modèle de gouvernance et qui a été adopté en vertu de License 2021. Et la Commission a donc adopté les recommandations. Je m'excuse, je dois éternuer. Et donc, les recommandations pour chacun des États membres doivent déterminer quels sont les aspects de la stratégie qui doivent être incorporés dans leur plan national et en vertu desquels ils demanderont des fonds. Alors, il y a des points précis qui doivent apparaître dans le plan national et ça doit être revu par la Commission. Et tous les États membres ont maintenant soumis
la première version de leur plan stratégique national, à l'exception de la Belgique. Et je pense que le retard pour la Belgique, c'est qu'ils doivent soumettre 2 plans, parce que la Wallonie et les Wallons et les Flamands ne semblent pas s'entendre sur un plan commun. Ils soumettront donc chacun leur plan. Mais ici à Bruxelles, nous allons continuer donc à suivre les progrès et j'en parlerai un peu plus dans un instant. Alors, les points suivants ont fait l'objet d'un suivi. Alors, la Commission a lancé et terminé une étude se rattachant à la réglementation des nouvelles techniques d'analyse génomique. Et donc, est-ce qu'il y a une contribution possible pour les objectifs correctifs? Donc, ça, c'était en mars 2021. Et on a aussi indiqué dans cette étude que le système de réglementation actuel n'est probablement pas le meilleur régime si on veut encourager le développement d'innovation. Et on attend d'autres soumissions vers la fin de 2022. Et évidemment, nous suivons de près ces progrès. La Commission a également annoncé aussi des changements dans l'interprétation et l'application de la réglementation conformément aux règlements existants. Par exemple, pour tenir en compte les tolérances à l'importation pour les résidus de pesticides et le justificatif, par exemple, les commentaires sur le cadre pour la séquestration du carbone pour vérifier l'authenticité de la méthode de séquestration. Ça, c'était le 15 décembre 2021. Alors, voici notre réflexion sujet. Et à un moment donné, on reviendra avec des propositions. Ensuite, révision continue des programmes et, par exemple, analyse interne des consultations qui ont eu lieu sur la directive d'utilisation viable et on attend les résultats, les publications des résultats d'ici mars 2023. Alors, ça c'est essentiellement le plan ITM. Alors, c'est probablement le groupe le plus intéressant à suivre pour ce qui est de la gestion des pesticides. Il y a aussi d'autres propositions qui sont à l'étude, par exemple, réglementation sur les produits médicinaux, règlement sur les moulets. Certains d'entre vous êtes peut-être familiers. Et il y a aussi un projet sur les chaînes d'approvisionnement qui a été publié en septembre 2021 et qui fait l'objet d'une étude par les politiques. Le Canada fournit les commentaires, soit par écrit ou par le biais de consultations publiques auprès de l'OMC et le comité. La directive sur les utilisations viables, les produits vétérinaires, médicinaux et les propositions par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Écoutez, je vais devoir vous interrompre. Je me rends compte que ce sont des sujets très compliqués. Non, mais nous devons nous arrêter à 3h30. Alors, s'il y a des questions, j'aimerais donc ouvrir le parquet aux questions. N'oubliez pas de vous nommer. Merci, Paul Vickers de l'Ontario. Ma question est la suivante. Ma question s'adresse à Mme Duras.
Ma question est, alors vous avez parlé du projet de loi agricole. Avec le prix des denrées, prix élevé des denrées, vous dites que c'est probablement l'une des premières fois que les fèves soya coûtent aussi cher. Je ne suis pas sûr de ce qu'il y en est pour les produits laitiers, mais c'est certainement le cas aussi pour la production du bétail. Alors, qu'arrive-t-il quand les prix sont si élevés alors? Je n'ai pas entendu la dernière partie de votre question. Qu'est-ce qui arrive quand quoi? Alors, quand les prix, quand il y a une flambée des prix, est-ce que vous continuez à fournir des fonds? Est-ce que les producteurs continuent à recevoir une compensation, même si le prix des denrées augmente? Je ne sais pas. Mais je sais que l'administration Biden s'inquiète beaucoup de l'inflation et de l'augmentation du prix des produits alimentaires. Et parce qu'elle a un impact sur l'industrie. Et nous allons effectivement regarder quelle est la marge de profitabilité des détaillants et des compagnies de semences. Alors, mais je ne sais pas quelles sont les dernières conclusions de la part des experts du projet de loi agricole. D'accord. Prochaine question. Anthony O'Neill de l'Alliance horticulturelle. Quand on regarde l'approche européenne et la viabilité, mais est-ce que vous auriez des commentaires à nous dire qu'est-ce que veut dire l'entente verte pour le secteur horticole, qu'est-ce qui arrive-t-il donc pour les fermes qui plantent des arbres, l'infrastructure, l'écologisation des infrastructures communautaires et ainsi de suite? Oui, c'est sûr que justement, c'est le côté possibilité du plan, n'est-ce pas? Tant que vous pouvez satisfaire à tous les critères d'admissibilité et que nous pouvons rester concurrentiels et que c'est ouvert à l'importation, oui, il y a beaucoup de possibilités. Et il y a beaucoup de centres urbains dans l'Union européenne. Et il y a aussi des possibilités d'agriculture urbaine aussi. Donc, il y a beaucoup de possibilités, oui. Une question pour notre experte européenne. Vous avez parlé de la génomique et des indicateurs génomiques, de la réglementation canadienne, mais comment bon, on connaît la position de l'Europe par rapport aux aliments modifiés, génétiquement modifiés. Oui, ils se sont vraiment acculés au point du mur. On ne parle plus des OGM, justement. Les études, il ne s'agit plus d'OGM parce que les nouvelles techniques ne nécessitent pas nécessairement l'introduction d'un gène étranger. Il s'agit d'une modification du gène lui-même qui peut se produire de toute façon à l'échelle de façon aléatoire dans la nature. Mais je peux vous dire que beaucoup d'ONG aiment bien parler de nouveaux OGM. Et ils ont dit que même si on ne considère pas qu'il s'agit d'OGM, il y aura quand même des conditions rigoureuses par rapport à l'étiquetage. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions du parquet. Alors, merci beaucoup de cette excellente discussion et merci à notre public pour les questions.
Merci beaucoup.